Bonjour à toutes et à tous, rebonjour pour celles et ceux qui sont avec nous depuis ce matin pour ce séminaire de l'Institut national du cancer dédié à la recherche sur la cigarette électronique et les nouveaux produits du tabac. Je suis Colline Bancel, chargée de projet au département développement de la recherche en sciences humaines et sociales, épidémiologie, santé publique à l'Institut national du cancer et je suis en charge du suivi des actions sur les addictions aux substances psychoactives. Alors, nous avons eu ce matin des présentations institutionnelles d'état des lieux qui ont permis de planter le décor sur cette thématique de la recherche sur la cigarette électronique et les nouveaux produits du tabac. À la suite desquelles nous avons eu une première session déjà de présentation de projets de recherche qui ont obtenu le soutien de l'Institut national du cancer sur cette même thématique de la cigarette électronique et des nouveaux produits du tabac. Et nous avons pu avoir de riches échanges avec les intervenants que je tenais à remercier à nouveau pour leur implication. Donc, nous allons poursuivre cette journée par une après-midi consacrée à un autre pan de la recherche sur la cigarette électronique et les nouveaux produits du tabac, qui est celle de la trajectoire des consommations, la trajectoire des usages de ces produits. Donc, nous allons avoir deux sessions de présentation. Tout d'abord, 4 présentations avec un temps d'échange commun à l'ensemble des intervenants qui vont prendre la parole juste maintenant. Donc, je rappelle quelques consignes. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, dans la barre de questions qui est située juste en dessous de la vidéo. Et nous nous chargerons ensuite de les poser aux intervenants à l'issue des 4 présentations. Donc, si vous souhaitez poser des questions, je vous invite à bien mettre le nom de la personne à qui s'adresse la question, mais vous pouvez aussi bien sûr poser des questions qui s'adressent à l'ensemble des intervenants. Donc, je vous propose de commencer sans plus attendre en accueillant Madame Sherazade Kinwani, enseignante-chercheur contractuelle rattachée à l'INSERM et à l'Université de Bordeaux, et qui travaille sur le tabagisme et le vapotage, et qui va nous présenter le projet ElectraShare, la cigarette électronique chez les jeunes adultes, trajectoire d'usage et facteurs associés, qui est un projet qui, je crois, est en cours de finalisation et qui a été financé dans le cadre de l'AAP, de l'appel à projet Priorité Tabac depuis 2017. Donc, Sherazade, si vous êtes prête, je vous remercie pour votre présence et la parole est à vous pour 15 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je remercie l'INCa pour cette opportunité de présenter des premiers résultats de ce projet ElectraShare qui est effectivement financé sur l'appel à projet 2017 Priorité Tabac et qui est toujours coordonné par Christophe Souriau au niveau du centre PBH. C'est bon, j'ai le contrôle. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les aspects contextuels qui finalement ont été présentés au cours des présentations précédentes, si ce n'est pour dire que finalement, le contexte français est un contexte particulier en termes de réglementation des produits du vapotage, c'est-à-dire les dispositifs électroniques, les e-liquides et tous les dispositifs de recharge. Il est particulier parce que l'usage, la vente, le conditionnement des e-liquides est très réglementé, ce qui fait que probablement nous ne vivons pas tout à fait ce qui a lieu aux États-Unis, avec cette recrudescence progressive et continue de l'usage en population jeune adulte. Ce qu'on sait de l'usage en population adulte, on le sait du fait des données du baromètre santé 2000, c'est qu'il y a un adulte sur 20 à peu près qui consomme des e-liquides de façon quotidienne ou occasionnelle. Au sujet de l'usage des adolescents de la cigarette électronique, les données de l'OFDT nous permettent de voir qu'il y a une évolution entre 2015 et 2018 de l'expérimentation. Même si cette expérimentation est en recrudescence, l'usage quotidien d'e-cigarettes n'est pas très important. De mémoire, d'après les données de l'étude en classe, cet usage est de 1,9% à 17 ans. Pourquoi nous nous sommes intéressés à l'usage des jeunes adultes? Je viens vous présenter des résultats issus d'études françaises en population adulte en général et chez les adolescents. Or, il se trouve que les jeunes adultes ont en France le niveau d'usage le plus élevé du tabac. On sait que le tabagisme quotidien est très élevé entre 18 et 30 ans, puis décroît avec l'âge. Et en fait, ce qui nous a intéressés, c'est pas seulement les données de prévalence de l'usage des cigarettes chez les jeunes adultes, même s'il en manquait, mais de voir comment cet usage s'inscrivait dans la trajectoire de consommation des jeunes adultes fumeurs et anciens fumeurs, et éventuellement, s'ils intégraient un usage des cigarettes, comment
cet usage dévier, modifier ou pas leur trajectoire de consommateur de tabac. Il se trouve, lorsqu'on a commencé cette étude, il y a eu une recrudescence en tout cas une exposition de l'usage de cannabinoïdes endogènes en France. Nous avons répondu à l'appel à projet 2017. Dès 2018, il y a eu dans les médias une certaine inquiétude rapportée au sujet de l'ouverture des vape shops vendant des liquides de cannabidiol. Et début 2019, il y a eu cette épidémie américaine de cas liés au vapotage de cannabinoïdes. Donc, on s'est dit que finalement, cette étude pouvait être aussi l'opportunité de s'intéresser, on va dire, à l'intérêt des jeunes adultes sur cette pratique qui est l'usage de cannabinoïdes endogènes via la e-cigarette. Donc, pour résumer, nos objectifs ont été les suivants. Essayer de faire une estimation des prévalences de l'expérimentation, donc le fait d'avoir essayé au moins une fois la cigarette électronique dans sa vie, mais aussi de l'usage actuel dans une population étudiante. Il se trouve que nous travaillons sur des données d'une cohorte, la cohorte iShare, qui collecte des données comme ça depuis 2013 en population étudiante. Et pour pouvoir faire des estimations pondérées avec la base de données exhaustive administrative des étudiants, nous sommes intéressés exclusivement aux étudiants bordelais parce que nous avions accès en fait à une base exhaustive les concernant. Puis nous avons fait un focus sur les étudiants fumeurs et anciens fumeurs pour essayer de comprendre leurs raisons d'initier et poursuivre l'usage des cigarettes en fonction du statut tabagique, facteurs associés, et puis de décrire les trajectoires d'usage, comme je vous l'ai dit, comment l'e-cigarette vient modifier leur usage de tabac quand cet usage de tabac l'a précédé. Pour diverses raisons, déjà le temps, puis aussi les aspects opérationnels que je vais un peu évoquer, il y a certains aspects que je n'aborderai pas ici, et puis comme je vous l'ai dit, j'aborderai notre étude exploratoire, notamment l'étude qualitative qui a été faite chez les vapoteurs, en s'intéressant au vapotage de THC et de CBD. Initialement, le projet était de collecter des données qualitatives et quantitatives chez les étudiants, d'en faire l'interprétation dans une approche mixte au sein de notre équipe pluridisciplinaire, puis d'associer cette première interprétation à des données venant de la cohorte iShare dans une analyse transversale. Et puis, les choses étant ce qu'elles sont, sur tous les aspects quantitatifs, on a eu quelques difficultés opérationnelles, ce qui fait que certaines études, alors toutes les données sont collectées, mais certaines données ne sont pas encore analysées, notamment celle de l'enquête de terrain qui a été réalisée dans les 5 campus bordelais en 2019 de mémoire. Par contre, je vais quand même vous présenter des premiers résultats quantitatifs des données recueillies dans la e-cohorte. Même si là, nous avons eu quelques petits soucis, nous avons quand même des données qui nous semblaient intéressantes de vous partager. En plus de cela, comme je vous l'ai dit, nous avons enrichi notre modèle mixte multiphase d'une analyse qualitative, ethnographique et avec quelques entretiens ciblant vraiment le vapotage de cannabinoïdes. Donc, on espère en 2022 pouvoir finaliser l'interprétation de toutes les données dans cette approche mixte que nous souhaitions initialement aborder. Alors, tout d'abord, les données quantitatives émergeant de l'analyse des données faites en ligne sur un petit échantillon d'étudiants, majoritairement des femmes, que nous avons pu, comme je vous l'ai dit, redresser avec les données dont nous disposions de la base Apogée, qui est en fait la base administrative générée à chaque fois que les étudiants s'inscrivent à l'université de Bordeaux. Enfin, dans toutes les universités, nous avons accès à la base uniquement de l'université de Bordeaux. Donc, cela nous a permis d'estimer une expérimentation autour de 34% chez les étudiants bordelais et un usage actuel autour de 7%, c'est-à-dire un étudiant sur 14 à peu près nous a déclaré en ligne vapoter de façon occasionnelle ou quotidienne des e-liquides.
quand on analyse en fonction du statut tabagique, on voit que ces pratiques de vapotage concernent essentiellement les anciens fumeurs et les fumeurs. Pour l'usage actuel de non-fumeurs, il s'agissait exclusivement d'un usage occasionnel, les 0,2% qui sont affichés ici. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est les résultats de cette enquête qualitative. Nous avons réalisé 30 premiers entretiens semi-dirigés auprès d'étudiants vapoteurs quotidiens depuis au moins 3 mois. Et comme je vous l'ai dit, ce qui nous intéressait, c'était de voir comment cet usage s'inscrivait dans la poursuite, malgré tout, d'un usage du tabac ou une minorité de l'usage de tabac. Et ce que cette analyse révèle, c'est que en fait, ces jeunes adultes décrivaient non pas une expérimentation, mais plusieurs expérimentations. Et ça, c'était assez important. Ils avaient été confrontés à plusieurs reprises à un usage expérimental de cigarettes électroniques, souvent sous l'influence d'amis, collègues, parfois même de leur famille. Quand ils avaient fait une démarche personnelle, ils étaient rentrés dans une boutique spécialisée, avaient discuté 1 ou 2 fois avec un vendeur, mais sans perspective forcément d'enclencher un usage. C'est cette répétition d'usage, cependant, qui mûrissait en partie leur réflexion et qui les faisait passer un cap supérieur, qui est d'initier un usage personnel. Cette passation à une deuxième phase étaient de moins en moins influencés par leur entourage, par l'avis du vendeur, par l'avis d'autres vapoteurs. Et en fait, dans ce processus, il y a une certaine personnalisation, apprentissage en fait de l'usage qui est capital et qui fait qu'ils passeront éventuellement à ce qu'on appelait une phase 3, c'est-à-dire un usage personnalisé et autodéterminé. Pourquoi? Parce que, comme cela a été montré dans d'autres communications, finalement, les outils qu'ils utilisent sont des outils assez techniques qui nécessitent un certain apprentissage avec certaines contraintes en termes d'entretien, réparation, changement de certaines parties du dispositif, comme le réservoir s'il casse ou la résistance. Et donc, il y a besoin de passer un cap qui est l'adoption, le souhait vraiment de poursuivre cette pratique en acquérant de nouvelles compétences, et notamment des compétences techniques. Donc ça, c'était un premier point qui faisait que ces fumeurs, en acceptant d'adopter cette pratique et d'acquérir certaines compétences, passer le cap éventuellement, après diverses expérimentations, à un usage personnel. L'autre aspect important, c'était leur progression dans leur propre usage du tabac et la perception que leur usage de tabac devenait qualitativement ou quantitativement problématique. Des études montrent que les jeunes adultes ne se perçoivent pas toujours fumeurs alors qu'ils fument parfois de façon quotidienne ou hebdomadaire. Et cette perception de mon usage de tabac pose problème pouvait être un facteur, lui aussi, de passage du cap de l'expérimentation seule vers un usage plus personnel. Car quand la perception d'un usage tabagique important plus l'acceptation d'acquisition de nouvelles compétences était admis par le jeune adulte, à ce moment-là, il pérennisait un usage personnel d'e-cigarette pour des perspectives qui étaient généralement à ce moment-là de substituer totalement ou en partie son usage de tabac par la cigarette électronique. Et quelques-uns d'entre eux, ils trouvaient une vraie source de gratification, avaient un usage de cigarette totalement autonome. Cela avait abouti d'ailleurs à l'arrêt total du tabac. Et ces quelques vapoteurs exclusifs se considéraient eux comme vapoteurs. Donc, une partie de ces résultats de l'enquête qualitative était qu'on pouvait vapoter, même très régulièrement, mais ne pas se considérer comme vapoteur à cet âge, tout comme on peut finalement fumer régulièrement à cet âge-là, ne pas se considérer non plus comme fumeur. Donc, je vous ai dit que nous nous sommes intéressés aussi au vapotage de cannabinoïdes endogènes, le THC et le CBD.
Nous avons fait cette analyse, cette approche d'abord de façon quantitative au sein de l'analyse transversale que je vous ai présentée sur ce petit échantillon, où après redressement, on a une prévalence du cannabapine de 0,5%, majoritairement s'il s'agit d'un usage de CBD. Il y avait très peu d'étudiants déclarant avoir essayé de vapoter du THC via des cigarettes électroniques. Donc cela paraissait assez surprenant par rapport à l'étalage médiatique qu'il y avait à ce moment-là du cannabis et de la crainte que cet usage diffuse en population jeune. Mais cela est en partie expliqué par l'étude qualitative que nous avons rapidement mise en place pour essayer de comprendre le phénomène. D'abord, il se trouve que le cannabis est une pratique assez méconnue de cette population. À ce moment-là, le CBD n'est pas très connu. La réglementation autour du CBD, est-ce légal ou illégal? Quels sont ses effets? Pour les quelques étudiants qui ont expérimenté l'usage de CBD ou THC via la cigarette électronique, il se trouvait qu'ils étaient tous, dans nos entretiens semi-dirigés, déjà consommateurs de cannabis fumé, en fait. Et aucun des étudiants que nous avons approchés n'avait fait d'essai sans avoir expérimenté auparavant le fait de fumer un joint. Qu'est-ce qui motivait cette expérimentation? C'est la curiosité, beaucoup d'attentes par rapport aux effets, notamment du CBD, et du coup beaucoup de déceptions. Parce qu'ils se rendaient vite compte que pour sentir des effets, ne fût-ce que relaxants, il fallait avoir un certain taux de CBD, des pourcentages assez élevés. Mais qui dit pourcentage élevé dit du coup coût élevé, puisque ce n'est pas forcément des produits facilement accessibles financièrement. Je vous rappelle qu'on s'adresse à une population étudiante. Par contre, ceux qui avaient eu l'occasion d'expérimenter le vapotage de THC expliquaient que c'était finalement assez complexe à faire, rarement via la cigarette électronique. Ils nous écrivaient des usages plutôt via des vaporiseurs, pratique qui est très connue aux États-Unis, mais qui est en fait très peu développée dans cette population-là. Pratique aussi très connue dans une population de réducteurs de risque que nous avons interrogés dans le cadre de ce travail, mais je ne m'étalerai pas dessus pour ne pas grignoter sur mon temps de parole. Donc finalement, contrairement aux inquiétudes, il s'agissait d'une pratique très peu connue, très peu fréquente chez les étudiants, plutôt décevante. Ils n'en voyaient pas spécialement de bénéfices à la poursuivre de façon régulière. Donc, pour résumer, dans cette population d'étudiants bordelais que nous avons interrogés entre 2018 et 2020, beaucoup d'essais d'e-cigarettes, surtout des fumeurs et anciens fumeurs. Un étudiant sur 14 qui déclare s'en servir aussi de façon quotidienne ou occasionnelle, là de façon prioritaire des fumeurs et des anciens fumeurs et de façon négligeable des non-fumeurs, qui ont dans ce cas-là une pratique occasionnelle. Et quand on se centre sur les anciens fumeurs ou fumeurs dans cette population étudiante, ce que l'on relevait, c'est que leur usage d'e-cigarettes s'inscrivait à la fois dans une adoption d'une nouvelle pratique qui nécessite un certain apprentissage, mais il n'y avait déviation de trajectoire que s'ils percevaient leur usage antérieur de tabac comme problématique. Et ça, c'était vraiment important pour identifier la cigarette électronique comme pouvant éventuellement se substituer à leur usage de tabac. Que comme ils pouvaient parfois se percevoir, ne pas se percevoir, pardon, comme fumeurs bien que fumants, un grand nombre d'entre eux refusaient d'ailleurs de revêtir cette identité de vapoteur. Ils vapotaient sans nécessairement se sentir faisant partie de cette communauté, et l'usage d'e-cigarettes pour consommer du THC et surtout du CBD était vraiment très marginal dans cette population. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci, Sherazade, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, sur un public, on l'a vu, un public spécifique qu'il est primordial d'étudier. Et on voit bien en effet que les représentations des consommations sont aussi un sujet important et intéressant à pousser. D'ailleurs, nous allons avoir d'autres présentations qui s'intéressent à des populations jeunes, donc ce sera intéressant d'avoir vos regards croisés sur ces mêmes populations. Donc, je rappelle que vous pouvez poser vos questions à Sherazade Kinwani dans la barre de questions qui est prévue à cet effet. Et donc, on pourra lui poser lors du temps de questions dédié à l'ensemble des intervenants de cette session. Donc, merci Sherazade et on se retrouve un peu plus tard pour le temps de questions. Je vous propose de poursuivre maintenant avec une intervention de Emmanuel Vierny, qui est chercheur postdoctorant à l'INSERM et spécialisé en épidémiologie psychocardiovasculaire et sur la thématique des addictions, et qui va nous proposer une présentation sur le projet SIG-Electra, étude longitudinale des trajectoires de consommation de cigarettes électroniques et de tabac dans la cohorte Constance, qui est un projet terminé, donc où il y aura sûrement des premiers résultats à nous présenter, et qui avait été financé en 2016. Donc c'était un des premiers projets financés par l'Institut sur cette thématique justement de la cigarette électronique. Donc Emmanuel, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et je vous laisse la parole pour 15 minutes. Merci beaucoup pour cette présentation et merci de me donner l'opportunité de vous présenter quelques résultats. J'ai choisi les résultats un peu les plus significatifs des recherches qu'on a menées sur ce projet. Alors, l'objectif de ce projet SIG-Electra, c'était d'utiliser les données donc en population générale de la cohorte Constance pour, d'une part, estimer la prévalence de l'usage de cigarettes électroniques en population générale et son évolution, d'essayer de décrire les caractéristiques des vapoteurs et voir notamment certaines variables qui pouvaient être associées au vapotage, et également analyser les trajectoires de consommation de cigarettes électroniques et de tabac, avec la question un peu primordiale, bien sûr, de savoir l'effet du vapotage sur la consommation de tabac. Alors, brièvement, je vais vous expliquer ce qu'est la cohorte Constance. C'est donc un échantillon de 220 000 participants inclus de 2012 à 2020. Les participants étaient âgés de 18 à 69 ans à l'inclusion. Ils étaient tirés au sort parmi les Français affiliés au régime général de la sécurité sociale. Et donc, ils étaient invités à participer premièrement à un examen périodique de santé dans un des centres répartis dans toute la France que vous voyez sur la carte, et également à remplir des questionnaires. Pour les questions sur la cigarette électronique dans le questionnaire d'inclusion, elles sont apparues en 2015. Mais comme on a un suivi également annuel par questionnaire, on avait dès 2013 des questions sur la cigarette électronique aussi. Donc les gens sont suivis annuellement avec un questionnaire. Et il y a aussi un bilan au bout de 4 ans où les gens sont réinvités, donc s'ils le souhaitent. Et il y a également ce qu'on appelle une cohorte de référence de 400 000 personnes. En fait, c'est donc des gens qui sont également tirés au sort et ce qui permet en fait d'avoir des pondérations ensuite. On les suit notamment dans les bases de l'assurance maladie et donc ça permet d'avoir des prévalences pondérées. Et alors justement, à propos des prévalences pondérées, les premiers résultats que je vais vous montrer, c'est en fait la prévalence annuelle entre 2015 et 2019, les mêmes personnes qui sont donc suivies durant toutes ces années. Et alors, chez les femmes, on voit que la prévalence était de 4,9% en 2015 et elle a augmenté à 6,3% en 2019. Chez les hommes, c'était 6,3% en 2015 et elle est passée à 7,2% en 2019. Et alors, donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a croisé toutes ces prévalences avec un certain nombre de variables. Et on voit que les prévalences et les augmentations aussi de ces prévalences étaient plus importantes chez les participants
donc qui étaient plus jeunes, avec notamment un âge inférieur à 50 ans, ceux qui avaient moins d'années d'éducation, ceux qui consommaient de l'alcool de façon non modérée, ceux qui avaient un tabagisme supérieur à 5 paquets années, avec très peu de participants chez les non-fumeurs, ceux qui n'avaient jamais fumé, qui vapotaient. Alors un chiffre assez impressionnant, la prévalence chez les consommateurs de cannabis, puisque chez ceux donc, qui consommaient du cannabis, il y avait presque un quart de vapoteurs en 2019. Il y avait aussi une prévalence plus importante chez les personnes qui avaient un moins bon état de santé perçu à l'inclusion et chez les personnes qui rapportaient des symptômes dépressifs. Alors au sujet justement des symptômes dépressifs, on s'est intéressé particulièrement à cette thématique, donc c'est une autre partie de ce projet que je vais vous présenter. Alors en fait, quand on a regardé en 2018, alors que la relation entre tabac et dépression est plutôt bien connue, avec une relation qui est dans les deux sens, on avait très peu de littérature sur le sujet, puisqu'il y avait une dizaine d'études qui étaient uniquement américaines, dans des populations qui étaient vraiment souvent très spécifiques, soit les vétérans, soit les adolescents, voilà. Et il y avait quelques études qui étaient longitudinales, mais le suivi était limité à 1 an au maximum. Donc nous, on a décidé de regarder à l'inclusion une échelle de symptômes dépressifs et l'effet sur le vapotage, soit à l'inclusion également, soit au cours du suivi. Donc ce qui explique, comme je vous disais, comme on n'a pas les mêmes questions à l'inclusion au cours du suivi, on voit en bas que les effectifs sont un peu différents selon l'objectif qu'on recherche. Donc on a trouvé premièrement une association qui était dose dépendante entre les symptômes dépressifs à l'inclusion et le vapotage à l'inclusion, que ce soit avez-vous déjà vapoté ou est-ce que vous vapotez régulièrement actuellement. Quelque chose d'un peu plus original, on a aussi montré une association entre les symptômes dépressifs et la concentration en nicotine dans le liquide de vapotage à l'inclusion. Donc c'est le schéma qu'on voit ici, avec donc plus les personnes rapportaient une concentration en nicotine importante, plus le risque qui est représenté par l'odd ratio d'avoir des symptômes dépressifs était important. Et également une association, encore une fois, dose dépendante entre les symptômes dépressifs à l'inclusion et le vapotage au cours du suivi, avec en moyenne presque 2 ans de suivi. Et donc on voit également que plus les personnes rapportaient de symptômes dépressifs, plus le risque, encore une fois, rapporté avec un odd ratio d'être un vapoteur régulier au cours du suivi était important. Ensuite, une autre étude qu'on a menée, c'était de voir donc les effets du vapotage sur le tabagisme. Alors, on a suivi pendant à peu près 2 ans en moyenne les participants. Et donc, on voit deux catégories de résultats bien particuliers. Parmi les fumeurs réguliers, les vapoteurs, on voit une diminution plus importante d'une part du nombre de cigarettes, puisque c'est 4,4 versus 2,7 cigarettes par jour, et également une augmentation du risque relatif d'arrêt du tabac, donc les personnes qui vapotaient et qui étaient fumeurs réguliers au départ avaient plus de chances d'arrêter de fumer. Mais d'autre part, chez les ex-fumeurs, on a pris les ex-fumeurs récents, ceux qui avaient arrêté après 2010, c'était le contraire, c'est-à-dire qu'ils avaient une augmentation du risque de rechute tabagique lorsqu'ils vapotaient. Et on voit donc la courbe en violet, c'est ceux qui ne vapotent pas, en gris, c'est ceux qui vapotent, et donc on voit le hazard ratio à 1,70 avec donc une augmentation
plus importante de risque de se remettre à fumer, avec donc on voit un peu les effets qui sont à peu près similaires, d'une part chez les fumeurs réguliers pour arrêter de fumer, chez les ex-fumeurs récents pour se remettre à fumer. Voilà, j'ai fait un peu le tour donc, de ce qu'on a pu montrer. On a pour l'instant publié 5 papiers sur le sujet, avec certaines autres recherches qui sont en cours. Et donc, ça me permet aussi, cette liste, de montrer toutes les personnes qui ont participé au projet jusqu'à maintenant. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette présentation. Merci d'avoir tenu le timing également. Donc voilà, je le disais, c'est l'un des premiers projets de recherche complets, donc comme j'en parlais ce matin, donc des projets de long terme, hein, qui s'étalent sur plusieurs années, que l'Institut a financé sur la thématique de la cigarette électronique et des nouveaux produits de tabac. Donc voilà, on voit qu'en effet, il y a des publications qui sortent de ces projets. Donc voilà, ça avance de ce côté-là. On pourra peut-être parler pendant le temps de questions de la suite, du coup, de votre projet. Merci beaucoup, Emmanuel. On se retrouve du coup pour le temps de questions. Donc ici encore, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à Emmanuel dans le chat en mentionnant le titre de sa présentation ou bien son nom pour qu'on puisse savoir que la question lui est adressée. Nous allons repasser maintenant sur un projet qui porte sur des jeunes. Nous allons accueillir maintenant Véronique Régnier-Denoy, directeur de recherche à l'université Jean Monnet, qui va spécialiser sur les thématiques de prévention dans le champ des sciences humaines et sociales et qui va présenter le projet YEMI, marketing et e-cigarettes, état des lieux et influence sur les jeunes, qui est un projet ici aussi finalisé et qui avait été sélectionné et financé pareil dans le cadre de l'appel à projet dès 2016. Donc Véronique, nous vous remercions pour votre présence. Vous aviez déjà présenté quelques résultats l'année dernière dans le cadre d'un séminaire sur le tabac et sur les populations vulnérables. Et on est très heureux de vous entendre à nouveau sur ce sujet. Donc Véronique, la parole est à vous pour une quinzaine de minutes également. Et on se retrouve juste après. Merci beaucoup. Eh bien oui, donc je vais vous présenter quelques résultats de cette étude YEMI. C'est vrai que 15 minutes, c'est pas très long, donc je ne vais pas pouvoir effectivement vous présenter le panorama complet de cette étude qui comportait plusieurs volets. Alors voilà, ça y est, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on voulait en fait, quelles étaient nos questions de recherche dans ce projet? C'était déjà de documenter les stratégies marketing qui pouvaient exister pour promouvoir l'e-cigarette. On savait que sur le tabac, le marketing avait eu une influence très, très importante sur la consommation de tabac. Et donc, il nous semblait intéressant de voir si effectivement la e-cigarette allait, entre guillemets, bénéficier de telles stratégies pour sa promotion. Donc ça, on voulait le faire aussi dans le contexte de la loi donc, de mai 2016, qui était donc la loi qui interdisait la publicité directe ou indirecte pour les e-cigarettes, et de voir si cette loi allait être efficace pour stopper en fait un certain nombre de stratégies marketing ou pas. Et on voulait ensuite documenter les impacts de ces stratégies sur les représentations des jeunes, ou en tout cas étudier les points de rencontre entre les stratégies marketing et les messages marketing et les représentations des jeunes sur la e-cigarette, et voir si on pouvait en déduire quelques pistes en termes de prévention. Voilà. Donc, on a utilisé plusieurs portes d'entrée pour décrire le marketing de promotion de l'e-cigarette, des indices d'investissement publicitaire avant et après la loi, une recherche des messages marketing dans des médias populaires destinés aux jeunes,
et un recueil des messages publicitaires de l'e-cigarette. Donc, concernant cet investissement publicitaire, nous avons sollicité l'entreprise Kantar Media pour estimer l'investissement publicitaire sur tout support. Donc là, il y a les médias, y compris Internet, avant et après la loi. Le chiffre qui nous a été donné, c'est 64 millions d'euros d'investissement publicitaire en France, donc ce qui est quand même assez considérable, entre 2012 et 2016, avec un pic de dépenses, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, juste avant le passage de la loi. Et c'est quelque chose qu'on a aussi observé pour le tabac, mais cette fois-ci en 1993, donc la loi anti-publicité tabac. Et par contre, on voit bien qu'il n'y a aucune dépense de déclarée dans les 6 mois suivant la loi, ce qui signifie en fait l'efficacité de cette loi dans le domaine publicitaire, en tout cas dans les 6 mois qu'on a pu étudier. Ensuite, donc, on s'est penché sur ce qu'on pouvait voir au niveau des productions culturelles destinées aux jeunes. Et donc, on a pris des films de cinéma. Donc, on a pris les 38 films qui ont fait plus d'1 million d'entrées en 2016 et les 100 clips vidéo les plus téléchargés sur la même année. Et donc, sur ces 81 heures vidéo, on a codé les occurrences tabac et e-cigarettes. Et là, on a relevé seulement 3 occurrences de e-cigarettes. On pensait honnêtement en trouver beaucoup plus. Et on n'en a relevé que 3 dans cet échantillon. Par contre, on a relevé que le tabac était très, très présent, puisqu'on a eu 600 occurrences pour le tabac, ce qui représente une vision ou une allusion au tabac pour 71% des films et 30% des clips. Donc, ce qui est quand même une exposition assez importante. Ensuite, donc, s'agissant de ce qu'on trouvait comme publicité, vraiment là, claire, enfin, vraiment étiquetée publicité pour la e-cigarette. Donc, on a été la chercher, cette publicité, là où c'était possible de la trouver, c'est-à-dire dans des magazines spécialisés de e-cigarettes. Alors, avant la loi, ces magazines, on pouvait les trouver en kiosque. Et après la loi, on les trouvait uniquement chez les marchands e-cigarettes et produits ou sur abonnement. Et donc, ce qu'on voit là, c'est que effectivement, on a trouvé 10 thèmes récurrents, dont le premier, en termes de poids, était le naturel, c'est-à-dire la cigarette verte, voilà, végétale, sans additifs, etc. Et après, un certain nombre de choses qui nous rappelaient quand même le tabac, comme la virilité, le luxe, l'élégance, l'exotisme, la séduction. Donc, toutes choses qui avaient été associées quand même à des campagnes tabac quand c'était encore possible de faire de la publicité pour le tabac. Et puis, des choses un petit peu plus spécifiques, e-cigarettes, par exemple, on a enfance, donc effectivement avec les goûts sucrés qui renvoient aux gâteaux, les friandises, voilà, les goûts d'enfance. Et puis aussi, par exemple, le terroir, qui est quelque chose, enfin voilà, il y a les territoires français, c'est une spécialité comme des produits alimentaires un petit peu, hein, voilà, c'est un peu classifié comme ça dans ces stratégies marketing. Donc ensuite, nous avons fait une exploration des images de l'e-cigarette chez les jeunes. Donc là, on a interrogé des jeunes de 15 à 17 ans avec des entretiens individuels dans 2 régions et puis des enfants plus jeunes avec donc dans des focus group dans une 3e région française. Donc, je vous donne quelques résultats marquants qui nous ont semblé quand même assez intéressants. Alors, quelque chose qui a déjà été dit, hein, ils ont massivement expérimenté, mais très peu finalement sont devenus vapoteurs réguliers.
Voilà, sur l'échantillon, il y en a quand même très peu qui, effectivement, il y en a 6, je crois, adolescents, qui déclarent être vraiment vapoteurs. On voit qu'ils possèdent peu de connaissances sur la e-cigarette. Ils ne savent pas comment ça fonctionne globalement, pourquoi ça fait de la fumée. Chose un petit peu plus impactante pour moi, c'est qu'ils ne sont pas certains que la e-cigarette soit meilleure pour la santé ou moins toxique que le tabac. Notamment, il nous parle de la tête de mort qui est présente sur les recharges de e-liquide, en fait, et qui a pour eux un effet très dissuasif. Donc, ces liquides se présentent comme potentiellement mortels et peut-être même pire pour eux que le tabac. Et effectivement, sur les paquets de tabac, il n'y a pas de tête de mort. Donc, il n'y a pas cet effet très dissuasif de ce type c'est même pas de l'image, là, c'est de la signalétique vraiment importante qu'on peut retrouver sur l'eau de Javel ou des produits toxiques. Les lieux de vente donc, sont bien identifiés par les jeunes, ils savent où aller trouver des e-cigarettes, mais ils considèrent ces lieux de vente comme un peu inaccessibles. Ils nous disent que, par exemple, il y a plus de tabac autour des écoles, et donc c'est plus facile d'aller chercher des cigarettes. Et aussi, ils pensent qu'il y a plus de contrôle d'âge dans ces magasins spécialisés que dans les tabacs où, en fait, on vend toutes sortes de choses et pas seulement de la cigarette. C'est plus facile de se faufiler dans les tabacs. Alors, au niveau présence médiatique, donc ils ont remarqué effectivement qu'on essayait de leur vendre, entre guillemets, de la e-cigarette dans un certain nombre de produits, notamment les clips vidéo. Mais surtout, ils nous ont parlé aussi des clips vidéo Vapstrix, c'est-à-dire en fait, ce sont des concours de fumée qui se font avec la cigarette. Et même s'ils ont un regard critique, c'est quand même un argument ludique qui les pousse quand même au moins à l'expérimentation. Alors, par rapport aux valeurs, on retrouve beaucoup tout ce qui est associé au luxe, aux saveurs. D'ailleurs, les magasins aussi de e-cigarettes donnent cette image un peu luxueuse par rapport à des bureaux de tabac qui sont des fois un peu plus anciens déjà hein, et un peu plus traditionnels. Mais par contre, on ne trouve pas l'impact de la e-cigarette verte. Et en fait, la e-cigarette est plutôt considérée comme quelque chose de chimique et de non naturel. Et paradoxalement, c'est le tabac qui devient lui-même naturel, en fait, puisque c'est un produit végétal, une plante. Donc, finalement, le tabac, là aussi, s'en sort plutôt mieux. Alors, autre résultat, c'est l'image sociale, c'est-à-dire la question, c'est est-ce que c'est un produit qu'ils identifient pour eux? Et en fait, ils identifient plutôt le produit comme soit un moyen de sevrage tabagique, c'est-à-dire effectivement se dégager du tabac pour ceux qui sont déjà fumeurs, mais surtout aussi un accessoire pour adultes qui symboliserait la réussite sociale et qui serait associé voilà, à d'autres pratiques assez ostentatoires, en fait, comme le briquet, des choses comme ça. Et donc, pour eux, pour un adolescent, ça fait pas naturel. Et en fait, par rapport à leur pratique, c'est toujours en fait le tabac qui est plutôt la référence, et notamment pour l'intégration au groupe, alors que la e-cigarette serait plutôt une pratique distinctive qui ne renverrait pas à l'intégration. Voilà, donc dans une autre partie, nous avons voulu développer une partie quantitative avec le développement d'une enquête en ligne, avec recrutement d'un panel de consommateurs, parents et enfants de 13 à 17 ans. Donc l'échantillon en fait montre qu'on a une surreprésentation des parents fumeurs, qui sont plutôt 30 et quelques pourcents que 50% de la population française. Par contre, au niveau des enfants, on a à peu près
le même taux de fumeurs et d'expérimentateurs de la e-cigarette. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on demande aux parents et aux enfants d'estimer le nombre de vapoteurs dans leur classe d'âge, on voit en fait que cette consommation est surestimée, puisque, vous voyez, ça tourne autour de 40 à 45% chez les adultes et 24 à 27% chez les enfants, alors que bon, les chiffres que j'avais à l'époque, c'était 3,8% des adultes vapotent quotidiennement. Les chiffres qui viennent d'être donnés dans les autres communications, bon là, ce serait plutôt 5,4, hein, ce qui a été donné tout à l'heure. En fait, on est quand même on est quand même très loin des 40-45% qui sont donnés là. Le terme ambivalence, en fait, ça désigne l'état dans lequel un individu se trouve quand il a à la fois des réactions positives et négatives sur un objet ou sur un comportement. Donc, on sait que c'est le cas pour le fumeur de tabac, et on sait que plus l'ambivalence est forte et plus, en général, il y a une tendance à consommer des substances à risque ou à adopter des comportements à risque. Donc, nous avons calculé cette ambivalence pour les jeunes interrogés sur le sujet de la e-cigarette et nous avons voulu voir comment cette ambivalence joue sur l'intention d'utilisation de l'e-cigarette, donc mesurée de 1 à 5 ici, et nous avons ajouté la notion de norme sociale qui est représentée par l'évaluation par le jeune du pourcentage de vapoteurs chez ses pairs, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, d'après vous, combien de jeunes vapotent. Donc, comme on peut le constater, l'influence de l'ambivalence sur les intentions de consommation est vérifiée dans le cas de l'e-cigarette, mais l'effet est renforcé lorsque l'utilisation de l'e-cigarette par les pairs est évaluée comme élevée, c'est-à-dire en fait que la norme sociale va influencer l'ambivalence en jouant pour ou contre la consommation. Nous avons voulu aller plus loin sur cette influence de la norme sociale avec une petite manipulation sur des conditions expérimentales. Et donc, 5 secondes avant la phase 2 de l'étude, nous avons proposé un message propre à réduire l'influence de la norme perçue, c'est-à-dire en fait la consommation de e-cigarettes chez les jeunes, à la moitié de l'échantillon, et à l'autre moitié, on l'aura proposer un message neutre par rapport à la e-cigarette. Le résultat montre qu'un message communiquant que peu de jeunes utilisent des cigarettes électroniques supprime l'influence de l'ambivalence sur les intentions de consommation. Donc, autrement dit, lorsqu'un individu connaît un état conflictuel d'ambivalence envers un comportement à risque, mais croit que la plupart de ses pairs ne s'engagent pas dans ce risque, l'individu est moins susceptible de s'engager dans ce comportement. Donc, ce modèle d'influence de la norme sociale pourrait être utilisé pour renforcer la prévention vis-à-vis de la consommation de cigarettes, d'autant plus que en fait, les jeunes et les adultes ont une évaluation fausse de en fait, ce qui se passe dans leur propre classe d'âge et même dans la population en général. Voilà, donc en guise de conclusion, vous voyez ici que le marketing continue, et notamment ici avec donc Glo, c'est une marque de tabac chauffé. Donc tous les supports sont bons pour faire donc du marketing sur ces nouveaux produits. Je vous remercie. Merci Véronique pour cette présentation très complète. Donc, je le disais là, ici aussi, comme la présentation précédente, il s'agissait d'un projet, d'un des premiers projets de recherche qui avait été financé par l'Institut sur la cigarette électronique, donc avec des premiers résultats très intéressants sur cette population spécifique des adolescents dont on va continuer de parler d'ailleurs dans la présentation suivante. Donc, je rappelle que vous pouvez poser vos questions à Véronique dans le chat et nous lui ferons remonter lors du temps de questions communs aux autres intervenants.
Donc, je vous propose de passer maintenant à la dernière présentation de cette première partie dédiée aux trajectoires des consommations, avant d'avoir justement ce temps d'échange avec l'ensemble des intervenants. Et donc, nous allons pour cela accueillir Stanislas Spilka, responsable de l'unité data à l'OFDT, donc l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, qui travaille sur des enquêtes statistiques en lien avec la consommation de substances psychoactives, justement, toujours sur cette population adolescente. Et donc, Stanislas Pilka va nous proposer une présentation intitulée « 20 ans d'observation du tabagisme chez les adolescents, constats et nouveaux enjeux », qui prend appui sur les résultats d'un projet de recherche qui s'appelle PETAL, les politiques de lutte contre le tabagisme à l'égard des adolescents et des jeunes adultes, qui ici aussi est un projet finalisé, qui avait été sélectionné et financé dans le cadre de l'appel à projet de 2017. Donc, Stanislas, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole pour 15 minutes et on se retrouve juste après pour le temps de questions partagé avec les autres intervenants. La parole est à vous. Bonjour, merci tout d'abord pour cette invitation. Le projet qui avait été financé en 2017, notamment par la Ligue, également visait à étudier le tabagisme des adolescents et à s'interroger sur des mesures à mettre en œuvre. Et très vite, pardon, alors là ça marche plus. Et très vite, bien évidemment, un des axes à interroger la place de la e-cigarette. Et c'est un petit peu pour ça que ma présentation peut peut-être un peu surprendre, mais il m'a semblé important pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de la e-cigarette en population adolescente, de quand même faire un point aujourd'hui sur tout ce qu'on sait sur le tabagisme de ces mêmes adolescents, parce qu'effectivement, au regard des pratiques observées dans les enquêtes autour de la e-cigarette, il reste encore beaucoup de questions. Et là, je trouve que les présentations ont apporté des éléments, surtout celle de Véronique Régnier a apporté des éléments extrêmement intéressants. Mais très franchement, on a du mal à comprendre aujourd'hui que vient faire la e-cigarette dans l'expérimentation et dans la place et comment elle se situe relativement aux autres expérimentations. Ça peut s'agir aussi de l'alcool, du cannabis et du tabac. Donc, je vais passer assez vite, mais il y a, dans le cadre du projet PETAL, il y avait surtout deux axes qui vont m'intéresser aujourd'hui. C'était d'identifier des déterminants des disparités socio-économiques en termes de comportement tabagique chez les jeunes. Je crois que c'est important de voir derrière les baisses extrêmement importantes qu'il reste des disparités socio-économiques fortes. Et puis enfin, on regardera un peu comment se situe le rôle de la e-cigarette, d'autant que effectivement on mène depuis 2015. C'est une question qui est maintenant en routine dans nos questionnaires, même si on manque encore un peu de recul, hein, contrairement au tabagisme il y a 20 ans. Et pour la e-cigarette, on a mais évidemment beaucoup moins, puisque les premières interrogations commencent en 2015. Alors, je passe assez vite puisque ça sera mis à disposition simplement dans le cadre de ce programme. Il y a eu plusieurs colloques, mais surtout plusieurs publications, dont des revues internationales à la comité de lecture, dont une qui a fait un petit peu de bruit par rapport à d'autres, qui était qui s'interrogeait sur le rôle de la e-cigarette comme porte d'entrée du tabagisme. Et donc j'y reviendrai sur la fin parce que effectivement l'étude française prenait un peu le contre-pied de tout ce qu'on pouvait lire et entendre au niveau, notamment aux États-Unis. Alors, je rappelle qu'on s'appuie ici sur un corpus d'enquête extrêmement importante, hein, que pilote en partie le FDT, qui permet aujourd'hui à la France d'avoir un dispositif parmi les plus complets en Europe, hein, qui fait qu'on monitore les adolescents sur leur comportement d'usage entre 11 et 18 ans. Ensuite, ça a été évoqué, les jeunes adultes sont pris en charge dans le cadre de l'enquête baromètre santé, ce qui nous permet d'avoir une vision assez précise de ce qui se passe. Il s'agit d'enquêtes aléatoires sur échantillons représentatifs, donc qui permettent effectivement d'avoir de la prévalence en population générale. Alors, un rappel que maintenant tout le monde sait, on a depuis 20 ans à 17 ans, hein, donc c'est à la fin de cette adolescence, juste avant de rentrer dans l'âge adulte, observé une baisse importante des usages du tabagisme. On voit qu'entre 2000 et 2017, je le rappelle, on est passé de 41% d'adolescents de 17 ans qui consommaient tous les jours du tabac à 25%.
ça reste important, mais la baisse est conséquente. À côté, sur le petit médaillon, je rappelle simplement, c'est les deux courbes, c'est les mêmes courbes, mais filles et garçons, jeunes filles. Vous voyez que il n'y a pas d'écart entre les comportements en termes de sexe. Ça me semblait important parce que c'est d'ailleurs le seul produit. On verra que pour la e-cigarette, c'est moins le cas. L'autre élément important, parce que ça va vraisemblablement avoir une influence sur les expérimentations de e-cigarettes, c'est que vous le savez, on a observé un recul très fort de la précocité des expérimentations comme du tabagisme quotidien, puisque vous pouvez le voir sur ce graphique, là en bas, c'est l'âge auquel on devient fumeur quotidien en moyenne à 17 ans. On est passé de 13,7 ans à 14,4 ans. Donc c'est un net recul, mais ça, voilà, beaucoup d'enquêtes le confirment. En tout cas, à travers l'enquête Escapade dont sont issus ces résultats, on est convaincu aujourd'hui du recul de la précocité des usages de tabac en population adolescente. Une conséquence non négligeable, et ça a été l'objet d'un article dans le cadre de Pétale, c'est que derrière ce recul de l'âge d'expérimentation, le délai entre la première cigarette et le moment où on devient fumeur quotidien s'est raccourci. Comme vous pouvez le voir là, on est passé en 2000, il fallait à peu près 22 mois entre le moment où vous expérimentiez votre première cigarette et le moment où vous deveniez fumeur, pour ceux qui le devenaient bien évidemment, à aujourd'hui 13 mois. Donc ça veut dire que ce délai c'est extrêmement raccourci et il a sûrement un impact aussi sur la façon dont on peut intervenir sur ces usages et ces premières expérimentations. Ça a fait l'objet d'un article qui a travaillé sur un modèle à temps discret de manière à bien confirmer cette réduction du délai. Ça, c'était, je crois, un élément relativement important, en sachant que derrière ce délai, il s'est accéléré dans les milieux, parmi les adolescents issus des milieux les plus défavorisés. Et là, c'est un autre résultat qu'on avait vu, mais que, encore une fois, dans le cadre du programme, on a fait un article qui, en travaillant sur une décomposition de Waka Blender, ce qui permet d'étudier comment se décompose l'écart, que là, vous pouvez constater à l'écran, au-dessus, c'est l'usage tabagique observé chez les adolescents qui sont en situation d'apprentissage. Et la courbe en dessous élève ceux qui sont en lycée, que ce soit le lycée général ou technologique ou professionnel. Et vous voyez qu'encore aujourd'hui, alors qu'on a 22% d'usagers, des élèves de 17 ans qui consomment quotidiennement, parmi les apprentis, c'est 48%. Alors, je vous invite, pour ceux qui s'intéressent, à retourner à l'article, mais qui montrait par exemple que dans ces écarts, il y a une partie qui est expliquée chez les apprentis par la présence d'un revenu continu, puisque les apprentis reçoivent un salaire, même s'il n'est pas obligatoirement très conséquent, qui permettent là. Donc, mais après, il y a d'autres éléments, la consommation des parents explique une partie de l'écart, etc., etc. Mais en tout cas, là, je crois que c'est un élément sur lequel je souhaitais revenir et insister un peu, parce que c'est extrêmement important. Derrière ces baisses très fortes aujourd'hui, il reste des inégalités relativement importantes. Alors, quand même, très rapidement, ça a été rappelé, on a fait une publication aussi, la situation en Europe qu'on observe chez nos jeunes Français qui sont là en rouge. Vous voyez que là aussi, en 20 ans, il y a eu 20 points de tabagisme perdus. C'est partagé par l'ensemble des pays européens dans le cadre d'une enquête qui permet cette comparaison, l'enquête ESPAD, qui est une des seules au niveau européen aujourd'hui qui permet d'avoir une comparaison propre des usages. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ici les pays qui ont les prévalences les plus faibles de tabagique. C'est la Suède, la Norvège, l'Islande, avec quand même des usages quotidiens inférieurs à 5%, sachant que nous sommes encore à presque 12%, 13% actuellement. Mais vous voyez que ces pays-là ont une prévalence très, très faible, en sachant bien évidemment que tous les pays que vous voyez là ont réduit leur tabagisme au cours de ces 20 dernières années, principalement en s'appuyant, parce que tous ont mis en place les mesures de la Convention cadre de l'OMS, avec des mesures d'évidence-base, comme le paquet neutre, la hausse des prix, l'interdiction de vente. Bien évidemment, les pays qui sont ici en bas de mon écran, les pays nordiques, sont ceux qui ont mis l'interdiction de vente, par exemple, dès la fin des années 90. Pour rappel, il faudra attendre 2011 en France.
Donc, en tout cas, on s'inscrit, ce qu'on observe aujourd'hui en France s'inscrit dans un paysage européen généralisé. Alors, autre élément qui me semble aussi important, c'est l'accessibilité perçue du tabac en France qui a fortement évolué et positivement au sens où aujourd'hui, l'ensemble des adolescents de 16 ans perçoivent une accessibilité beaucoup plus difficile qu'avant, puisqu'ils ne sont plus que 52% l'ensemble à considérer qu'il serait facile ou très facile, contre 87% il y a 20 ans. Donc là, on voit qu'il y a aussi des effets importants qui ont eu lieu, avec derrière, bien évidemment, tout ça lié aux politiques qui ont été menées ces 20 dernières années. Petit bémol, bien évidemment, c'est que quand on est fumeur à 16 ans, eh ben on ne perçoit pas de difficulté à obtenir du tabac, mais ça a été pour rappeler dans les présentations précédentes. Donc ça montre quand même qu'il n'y a pas de difficulté à obtenir du tabac, ce qui semble moins le cas pour la e-cigarette. Alors là, je vous présente des résultats inédits qui vont être publiés dans quelques jours, sur une enquête, une rare enquête sur échantillons aléatoires représentatifs menée en 2021, donc c'est-à-dire vraiment post-Covid, sur des élèves de troisième. Ce qui m'intéresse là, c'est qu'on voit que la baisse de l'expérimentation de tabac est manifeste. Elle est même très forte sur la période 2018-2021. Et aujourd'hui, parmi les troisièmes, vous voyez qu'entre 2010 et 2021, donc 11 ans, on est passé d'une prévalence tabagique de 15,6% à 3,7%. C'est là aussi un résultat extrêmement important dont il faut se féliciter. Et il y a là, derrière cette accentuation peut-être des usages, enfin la baisse des usages, un effet Covid, mais je vous invite à parcourir la publication qui va être publiée incessamment sous peu. Mais derrière ça, et c'est là où on va rentrer un tout petit peu plus dans le vif du sujet, c'est que toujours parmi ces élèves de troisième, vous avez une expérimentation de la e-cigarette, donc troisième, on a 15 ans, on est au collège, je le rappelle, c'est 34,2% qui disent avoir déjà expérimenté la e-cigarette. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir, et on observe ça depuis maintenant 2015, c'est de savoir où se situe cette expérimentation de cigarette relativement à celle de tabac. Alors, on voit que sur ce graphique, le graphique 2021, 26,3% des adolescents de troisième ont expérimenté et le tabac et la e-cigarette. Mais moi, ce qui m'intéresse plus ici, c'est qu'entre 2018 et 2021, vous avez ici 5,1 versus 8,0 aujourd'hui. C'est ceux qui ont expérimenté uniquement la e-cigarette en troisième, sans encore avoir expérimenté le tabac. Donc, il y a un usage, en tout cas une expérimentation spécifique, indépendante finalement de la e-cigarette, qui est observée aujourd'hui en population adolescente. Et petite remarque non négligeable, me semble-t-il, c'est qu'on observe pour la première fois parmi ces élèves de troisième une expérimentation de e-cigarette qui passe devant celle de tabac. C'est-à-dire qu'en termes de séquence et de calendrier des expérimentations, vous avez l'alcool, assez jeune, puis le tabac, puis le cannabis. Et aujourd'hui, chez ces élèves de troisième, vous avez l'alcool toujours, même si ça recule, l'expérimentation de e-cigarette, l'expérimentation de cigarettes, puis le cannabis qui viendra derrière. Donc là, il me semble qu'il y a quelque chose qui justifie en tout cas de surveiller et d'essayer de comprendre qu'est-ce que cette expérimentation, indépendamment d'un usage de tabac par ailleurs, on n'est ni ancien fumeur, ni peut-être pas, et pas encore futur fumeur, comment elle s'inscrit dans ce parcours. Alors, ici, je mets un peu de précaution, mais il m'a semblé intéressant de vous présenter ce graphique, puisqu'on fait quand même beaucoup de comparaisons avec ce qui se passe au niveau des États-Unis chez les jeunes adolescents. Alors, c'est un travail en cours, mais ici, cette courbe-là, vous avez celle que j'ai présentée, c'est à 17 ans, l'expérimentation de tabac depuis 2000 en France. Juste en dessous, c'est la courbe à travers l'enquête Monitoring the Future, qui est assez comparable à ce qu'on fait en France. Depuis eux, ils le font depuis les années 90. C'est l'expérimentation de tabac parmi les jeunes Américains qui sont dans le 12e grade. Donc, ça correspond à des adolescents de 16-17 ans. Donc, l'ajustement est plutôt bon en termes d'âge. Vous voyez, sans surprise, on le sait aujourd'hui, que cette expérimentation de tabac a fortement baissé aux États-Unis, au point que en 2020, c'est cette courbe qui est ici, les jeunes Américains de 17-18 ans déclarent, ils sont 3,1% à déclarer un usage quotidien.
Je rappelle que nous, c'est la courbe verte ici. On est actuellement à 25% encore d'usage quotidien en 2017. Je ne pense pas qu'en 3 ans, on puisse atteindre 3,1, même si la tendance est bonne. Petite remarque au passage, hein, ces 25% aujourd'hui observés en France sont supérieurs au niveau le plus élevé observé aux États-Unis dans les années 1998. Alors, ici, je vais faire un focus, c'est les premières, à la fois en France et aux États-Unis, des mesures de prévalence de la e-cigarette dans ces mêmes populations. Alors, si on regarde, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'aux États-Unis, ici, vous avez l'expérimentation de e-cigarettes, alors ils le suivent tous les ans, qui progresse très fortement, ainsi que l'usage dans le mois, c'est la petite courbe pointillée grise, qui progresse très fortement. Où est-ce que nous nous situons par rapport à ça? La courbe rouge, c'est l'expérimentation observée chez nos adolescents de 17 ans, qui progresse relativement, alors que l'usage dans le mois, pour l'instant, est plutôt encore orienté à la baisse, et on l'a noté, il n'y a pas d'usage quotidien aujourd'hui de la e-cigarette, enfin, de manière très marginale, en population adolescente. Ce qui m'amène à deux choses, c'est que, et c'était une des conclusions de l'article hein, qui étudiait un peu la notion de porte d'entrée de la e-cigarette dans le tabagisme, c'est qu'on n'est pas, comme le disait un des auteurs, Stéphane Le Glay, c'est qu'on n'est pas au même niveau, si je reviens en arrière, pardon, on n'est pas au même niveau de la pandémie du tabac en France et aux États-Unis. On voit que la e-cigarette est arrivée à un moment où le tabagisme était déjà extrêmement bas, inférieur à 10%, alors que chez nous, il est arrivé certes dans un mouvement de baisse, mais avec un tabac encore relativement élevé. Et donc, ça peut expliquer aussi les différences observées actuellement, et notamment une des conclusions, je rappelle, de l'article, hein, c'est qu'en France, relativement à l'expérimentation de tabac, on n'observait pas que la e-cigarette, enfin, on ne soutenait pas l'hypothèse de la porte d'entrée via la e-cigarette de tabac. Et ça, c'était en 2017, et j'y reviendrai en conclusion. Il conviendra vraisemblablement de refaire cette étude de manière plus précise. Un petit peu d'approche quand même, parce que là, on voit quand même que cette e-cigarette vient un petit peu s'incruste un peu dans un contexte un peu surprenant, que ce soit aux États-Unis ou chez nous, et apparemment pas aux conséquences. Les conséquences ne sont pas encore les mêmes, mais on a quand même interrogé un peu nos adolescents. Là aussi, c'est un article là en français qui a été de la revue du Haut Conseil de la Santé publique, qui a été publié en 2019, qui regardait un peu qu'est-ce qu'il nous disait, et ça va un petit peu là aussi. Ça vient un peu appuyer les constats de la présentation précédente, hein, mais c'est que 50% des étudiants de 17 ans, des adolescents de 17 ans, pardon, hein, c'est pas que des lycéens, considèrent que la e-cigarette est moins nocive que la e-cigarette est moins nocive que la cigarette. Donc la moitié considère que c'est l'inverse. Donc là, on voit aussi c'est pas très clair. Ce qui est plutôt surprenant, c'est que c'est parmi finalement ceux qui fument du tabac que cette perception de la nocivité de la e-cigarette est la plus importante, puisqu'on est à 13,4% des fumeurs quotidiens qui pensent que la e-cigarette est plus nocive, contre 7,9% en population générale. J'ai presque terminé. Et enfin, en ce qui concerne les motivations, je passe très vite, elles ont été dites, mais on retrouve les perceptions olfactives. Beaucoup citent le goût, ils pouvaient mettre plusieurs choses, une meilleure odeur comparée au tabac, et puis bien évidemment le côté ludique de la fumée, à 26%, on parlait du côté ludique de la fumée avec laquelle on peut jouer. Donc, bon, je crois que c'était important de rappeler où est-ce que l'on se situait en France relativement au tabagisme de nos adolescents. Donc, la conclusion, c'est que la génération sans tabac, oui, pour bientôt, probablement, pour autant que d'autres mesures peut-être soient encore mises en place pour s'assurer que ce 25% va continuer de baisser, parce que si la cible, c'est de passer sous les 5%, il y a un petit peu de chemin encore. La question de la e-cigarette, l'usage de la e-cigarette en population adolescente, pour moi, elle est encore ouverte. Il y a besoin d'approches beaucoup plus qualitatives pour vraiment comprendre, au-delà de la curiosité qui ne me semble pas suffisante, d'autant que l'accès est relativement difficile pour la e-cigarette. Donc la question de savoir est-ce qu'il y a une concurrence là, est-ce que finalement la porte d'entrée du tabagisme, on ne peut pas encore l'évacuer, on va refaire l'enquête en 2022 exactement identique, on sera à un autre temps de cette pandémie du tabac en France pour répondre.
Et puis, en sachant que même en population adolescente, on observe quand même, alors c'est marginal, mais des motivations à la réduction du tabagisme chez les plus jeunes, alors que le tabagisme est souvent très, très récent et il n'y a pas tellement cette préoccupation de vouloir s'arrêter encore. Enfin bon, juste pour conclure et vous remercier, il y a, je crois, besoin de clarifier les messages relativement, notamment pour les fumeurs et non-fumeurs, autour encore du tabac sur les populations comme les apprentis en particulier et sur la e-cigarette. Je crois que là, toutes les interventions disent à peu près la même chose. Et puis, de développer les approches qualitatives sur ces motivations d'usage qui restent, à mon sens, encore un mystère en population adolescente, d'autant que je le rappelle parce que cet usage de plus d'un adolescent de troisième qui a déjà expérimenté les cigarettes est vraiment questionnant. Voilà, je vous remercie. Je suis désolé d'avoir dépassé de quelques minutes. Merci Stanislas pour cette présentation très complète. En effet, on a pris un petit peu de retard sur le timing. Donc je vous propose qu'on invite le reste des participants de cette session à nous rejoindre pour passer directement au temps de questions. Donc on a eu beaucoup de questions dans le chat, donc merci à tous. Donc on va essayer de toutes les poser. Donc une première question pour Sherazade. Donc, une question d'une personne anonyme. Quid des jeunes adultes non étudiants dans votre étude? Le niveau d'éducation peut-il être une variable significative sur les représentations et l'usage? Et on a eu la question d'une autre personne qui est un peu liée. L'échantillon était-il divers en termes de profil socio-économique? Est-ce que les observations diffèrent selon les profils socio-économiques des étudiants? Donc voilà, deux questions qui vont à peu près dans la même direction pour vous, Sherazade. Alors, je suis désolée, c'est un peu coupé, mais si j'ai bien compris, la première question était autour de quid chez les non-étudiants, hein, c'est bien ça? Oui, des jeunes adultes non étudiants. D'accord. Et ensuite, les facteurs socio-économiques associés à l'usage des cigarettes. C'est ça, Okay. exactement. Donc, merci pour ces questions. Alors, effectivement, en fait, on sait que le fait d'être étudiant ou de ne pas l'être influe sur les usages, ça c'est vraiment décrit. D'ailleurs, il y a même des variations. Je vais parler pour l'usage du tabac, mais c'est exactement la même chose pour l'usage d'alcool. Il y a même des variations entre statut étudiant et étudiant entre différents pays. À titre d'exemple, les étudiants de façon générale fument moins, ça on le sait. D'ailleurs, dans les dernières données baromètre santé, ça a été démontré aussi que pour le même âge des non-étudiants. En fait, dans la constitution de notre échantillon, il y a de toute façon une question d'opportunité, c'est-à-dire que nous avons, nous, une population dont iShare captive en fait, d'étudiants, de gens intéressés par le sujet. Donc, on a bien conscience que probablement, du fait de on va dire, ce recrutement un peu particulier, tout n'est pas transposable aux non-étudiants. D'ailleurs, tout n'est probablement pas transposable non plus en dehors de la population du Sud-Ouest qui fait l'objet de notre étude. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il y a une étude qui va s'intéresser vraiment aux facteurs associés, celle que je ne vous ai pas présentée. Même dans iShare, en fait, on relève des éléments sur les aspects socio-économiques comme le niveau socio-économique des parents, le niveau de revenus des étudiants, qui vont nous permettre, dans cette population-là, d'aller identifier en fait des facteurs socio-économiques éventuellement ou de co-usage qui pourraient expliquer l'usage de cigarettes électroniques. Donc ça, en fait, c'est des analyses qui sont en cours que voilà, je ne vous ai pas montré. On a bien conscience qu'ils probablement fument moins et que ce fait d'être moins fumeur en tant qu'étudiant qu'une population du même âge non étudiante. Cela a un impact probablement sur les prévalences que nous avons estimées. Pour essayer d'explorer cela de façon un peu plus conséquente, nous avons des analyses en cours dans la population étudiante parce que nous avons des éléments socio-économiques qui vont nous permettre de faire ces analyses. Mais malgré tout, je pense que dans la partie qualitative, il y a peut-être des choses qui sont indépendantes du statut étudiant, voilà, parce que le fait qu'ils soient étudiants est très, très peu ressorti dans la façon dont ils décrivaient leur trajectoire, si ce n'est peut-être les aspects un peu économiques, voilà, de revenus qui pourraient réduire l'accès
ou favoriser l'accès à certains dispositifs, etc. Mais vraiment dans la description de leur trajectoire par rapport à leur ancien usage de tabac, le fait d'être étudiant, ça ne ressortait pas. D'accord. Ok. Merci pour cette réponse. On va passer à une question pour Emmanuel Viernick. Donc, c'est une question de Karine Alcala, donc du Centre international de recherche sur le cancer à Lyon. Est-ce que vous avez ajusté le modèle de diminution du nombre de cigarettes par jour pour vapoteurs ou non par la variable « Essayez-vous d'arrêter le tabac » puisque visiblement la e-cigarette est souvent utilisée dans ce cadre-là. Et on a une question d'une autre personne qui est un petit peu liée. Est-ce que vous prenez en compte le recours potentiel à des dispositifs de sevrage par les participants? Très bonne question. Alors, dans les deux cas, la réponse est non, parce qu'on n'avait pas la donnée, malheureusement, ce qui était on l'a mis comme une des limites de l'article, justement, parce qu'on n'avait pas l'information. Voilà. Ok, ça marche. Merci. Une question maintenant pour Véronique Régnier-Denoy. Une question de David Saint-Vincent du CHU de Rouen. N'y a-t-il pas une différence en termes de stratégie marketing entre le tabac chauffé, très en lien avec l'industrie du tabac, et la vape en France largement indépendante? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? J'ai pas beaucoup d'éléments parce que l'étude date un petit peu et le tabac chauffé était tout juste paru. Donc voilà, la dernière slide, c'est un clin d'œil, mais c'est vrai que ça n'a pas fait partie de notre étude. Mais je pense qu'effectivement, on voit quand même une offensive en marketing du tabac chauffé et du tabac tout court. Parce que c'est vrai que quand on a l'œil un petit peu exercé, je peux vous dire qu'actuellement au cinéma, c'est très très rempli de cigarettes. Merci. Une question maintenant pour Stanislas Spieka, une question de Philippe Poisson de Sovap. Les 3 pays européens, Suède, Norvège, Islande, ayant les plus bas taux de tabagisme de jeunes, autorisent la vente de snus. Y voyez-vous un lien? Oui, c'est un peu compliqué parce que du coup, comme on manque de points de comparaison, ils ont effectivement un usage alors plus important, puisque c'est les seuls à autoriser la vente. Ils ont une exception dans la législation actuelle au niveau européen. Donc, on voit pas on peut pas comparer. Il y a la Grèce, mais c'est pas aussi clair que ça. Ça y participe sûrement, mais ça peut pas. Quand on regarde, parce que là j'ai présenté le graphique fait 2 points, 99 et 2019, mais l'enquête a lieu tous les 4 ans depuis. Donc c'est pas ça qui va expliquer la baisse importante, même si ça peut expliquer un regard différent sur le tabac chez les adolescents et des représentations différentes. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler, parce que le fait qu'il y ait ça fait que finalement la cigarette peut-être une autre perception, et il y a eu peut-être un moins besoin de banaliser, de dénormaliser son usage dans ces pays-là. Mais malheureusement, on a peu d'éléments qualitatifs pour affirmer ça. D'accord. Merci pour cette réponse. On a encore un petit peu de temps pour des questions, super. Donc, je vais en reposer une à Sherazade. Kinwani, on a une question sur les effets du confinement. Les confinements liés à la pandémie de Covid-19 auront peut-être eu un impact sur la consommation et les parcours de consommation. Est-ce que cet aspect sera pris en compte dans votre étude? Est-ce que vous allez faire quelque chose pour le prendre en compte? Ou essayer du moins. Alors, nous n'avons pas recueilli de données en fait sur la période de confinement dans cette étude-là. C'est un travail qui est mené dans un projet, mais qui n'est pas financé dans le cadre de cet appel à projet-là, puisque les données que je vous ai présentées, justement, on a été obligé d'arrêter le recueil des données en mars 2020, 13 mars 2020 pour être précis. Donc, si ça a eu un impact, c'est plus sur l'étude en elle-même. Oui, exactement. Je vois. Oui, c'est une problématique commune à beaucoup des porteurs de projets qui reçoivent du soutien financier en ce moment. Une autre question pour Emmanuel Viernick, une question de Romain Guignard de Santé publique France.
qui vous remercie pour votre présentation. Concernant le risque de rechute, est-il possible de savoir s'il s'agit d'ex-fumeurs ayant arrêté de fumer avec la vape ou bien s'ils pourraient avoir initié l'e-cigarette après avoir arrêté de fumer? Bonne question. Là encore, c'est difficile. Alors, on aurait pu faire peut-être une analyse stratifiée pour voir alors au moins ceux qui avaient consommé de la cigarette électronique, mais on ne l'a pas fait. Donc je ne pourrais pas répondre à la question, mais c'est intéressant comme idée. Merci. Donc, du coup, peut-être une autre question, toujours sur votre projet. Est-ce que vos observations se poursuivent et en ce sens, pourrait-on avoir un effet de la pandémie de Covid? Ici, encore une question sur cette thématique. Est-ce que de nouvelles inclusions vont également avoir lieu? Alors, les inclusions, non, c'est fini. Par contre, donc, on continue il y a toujours annuellement les questionnaires, donc on pourra voir ça. Et en plus, il y a une sous-partie de la cohorte qui, à peu près un peu plus de 50 000 personnes qui ont eu des questions en mars, à partir de mars 2020, enfin, au moment du confinement, à peu près. Et on leur demandait notamment leur consommation enfin, s'ils avaient modifié leur consommation d'alcool, de tabac et de cigarettes électroniques. Donc, on va analyser ces données-là. Donc, ces données-là, plus le suivi des questionnaires annuels, en mélangeant les deux, on pourra sûrement voir l'impact du coup de la pandémie sur la consommation. Ok, donc ça va essayer d'être pris en compte. Okay. Oui. Une autre question pour Véronique Régnier-Denoy. Une question de Simon Ducarroz, chargé de recherche INSERM, département épidémiologie sociale, qui vous demande, vos résultats d'expérimentation sur la norme subjective sont très intéressants. Pensez-vous que cela soit toujours le cas aujourd'hui, 5 ans après les résultats d'études, un contexte très différent? Enfin, avez-vous une idée de la persistance de cet effet en vue de s'en servir de levier d'intervention? Ce que je pense a peu d'importance, puisque c'est pas sur mon opinion qu'on peut construire des choses. Je pense que ce serait intéressant de refaire pour effectivement voir si ça a évolué. Après, est-ce qu'on peut s'en servir comme stratégie d'intervention, de prévention? Je pense que oui, dans la mesure où on voit que de toute façon, il y a toujours une surestimation effectivement de la consommation par les tranches d'âge. Donc, c'est quelque chose qui est assez classiquement utilisé en marketing social, en fait. Quand vous allez dans un hôtel et qu'on vous dit 80% des personnes ne mettent pas par terre les serviettes propres, c'est pour vous inciter aussi à avoir ce comportement. Et c'est quelque chose qui fonctionne. D'accord, merci. On va peut-être prendre juste une dernière question pour Stanislas, puisqu'on doit clôturer le temps de questions. On a une question de Fatima Amrioui. Quelles leçons peut-on tirer de votre étude et leurs applications dans le domaine de la prévention chez les ados? Donc, une question assez générale. Peut-être essayer de faire quand même synthétique pour pas qu'on prenne trop de retard, mais voilà, pour clôturer un peu. Je sais que ce n'est pas une facile. Non, elle est pas facile. Du coup, je vais répondre juste un peu à côté, puisque je trouve qu'il y a eu la question de l'impact du Covid est vraiment intéressante. Et là, les résultats que j'ai présentés en 3e, on voit bien que c'est des adolescents qui ont été en situation de confinement lorsqu'ils étaient en 4e. On sait par ailleurs, la littérature est assez claire là-dessus, que toutes ces initiations de tabac, d'alcool et de cannabis se fait entre pairs. Donc, ces confinements et la situation pandémique qu'on a vécue en 2020 ont fortement modifié toute la sociabilité adolescente. Et nous, il faut savoir que
tous les usages de tabac, d'alcool et de cannabis ont baissé. Alors certes, comme je l'ai dit, c'était un train amorcé, mais on baissé fortement entre 2018 et 2021. Donc l'hypothèse d'un impact fort du Covid est plus que probable. Et on le saura, hein, parce que l'enquête va avoir lieu en 2022, si on observe un léger rebond, c'est-à-dire qu'on aura décalé, en fait, il y aura eu un retard pris du fait de la pandémie par rapport à des initiations. Donc ça, c'est un risque. Après, nous, et pour conclure, en ce qui concerne les actions de prévention, je crois qu'on a vu que tout ce qui a été mené depuis 20 ans sur le tabac fonctionne. C'est indéniable, hein, ça, le tabagisme des adolescents n'a pas baissé tout seul. Par contre, on voit aussi que de ne pas mieux spécifier les messages, et là je pense aux adolescents, à nos apprentis, c'est-à-dire prendre en compte des sous-populations, au contexte particulier, on voit que ça, ils ont profité de la baisse comme tous, mais il faut aller plus loin, et là il faut davantage spécifier certains messages, notamment vers ces populations-là. Voilà. Bon, après, il y en aurait d'autres, mais en tout cas, celui-là me semble important à rappeler. Merci. Merci Stanislas. On va conclure ce temps de questions. Donc on a eu beaucoup de questions, certaines auxquelles on n'a pas pu répondre. Donc on va peut-être essayer de vous les transmettre par email pour poursuivre les échanges. Simplement une question qui s'adresse plutôt là au niveau INCa sur ce séminaire. Juste voilà, vous prévenir qu'il est prévu de rendre disponible ce séminaire en replay sur la chaîne YouTube de l'Institut, sous réserve bien sûr de l'accord de chacun des participants. Donc ça, on y procédera dans une seconde phase et donc le séminaire devrait être disponible courant janvier sur la chaîne de l'Institut. On a eu plusieurs questions de personnes qui étaient intéressées par ça. Voilà, donc je vais vous remercier tous les quatre pour vos présentations très complètes, chacune sur des populations spécifiques et en population générale aussi un projet. Vous remercier pour votre disponibilité. Je sais que ça n'a pas été évident pour tout le monde d'être présent aujourd'hui, donc un grand merci à tous les quatre. On va clôturer donc cette première partie de session sur les trajectoires de consommation. On va marquer une courte pause, nous, au niveau technique, et on se retrouve juste après pour la suite. On aura encore 2 présentations sur cette même thématique des trajectoires des consommations. Donc, je vous dis à tout de suite et merci encore à tous.